Le thème de ma conférence, c'est Parole et écriture en formation. Avec la question essentielle, qu'est-ce qui spécifie et donc différencie ces deux instruments essentiels de notre métier? Toutes deux sont des formes de symbolisation, c'est-à-dire de transformation de la matière première de l'expérience vécue. Transformation de la matière première de l'expérience vécue. Or, c'est bien du terreau de notre vécu de formateur qui va être question. Ce vécu de formateur que nous allons essayer, comme le disait le philosophe Gaston Bachelard, passer au crible de la réflexion pour qu'il devienne connaissance. Je me suis souvent inspirée de cette phrase de Bachelard, encore une fois, passer l'expérience au crible de la réflexion pour qu'elle devienne connaissance. Parler de son expérience, par exemple, d'une situation particulière qui nous a posé problème, comme en analyse de pratique, et écrire sur l'expérience sont deux exercices extrêmement différents. Cependant, ils impliquent l'un et l'autre que la personne, ou que plutôt le sujet qui parle et qui écrit, s'expose devant autrui. Je vous parle ici en tant qu'enseignante, donc que j'ai été, et en tant que formatrice dans de nombreuses situations et à l'Axas. Mais je vous parle aujourd'hui aussi parce que j'y ai été conviée. Et c'est ainsi que parler, on ne le fait jamais en terrain neutre, parler se situe toujours dans un réseau d'intersubjectivité. Je me situe dans une dynamique intersubjective où je sais que vous avez des attentes et où mon amour-propre est aussi en jeu. C'est pourquoi, comme Catherine tout à l'heure le disait, j'ai préparé minutieusement cet exposé et par écrit pour me rassurer sans aucun doute, mais pour que demeure aussi une trace de ma réflexion. Je parle et vous écoutez. Car qu'est-ce qu'une parole sans l'écoute de celui ou de ceux qui la recueillent? Vous écrivez aussi, vous choisissez de transcrire ce qui vous parle pour en débattre éventuellement tout à l'heure, pour en faire un objet d'échange. Ainsi, parole et écriture sont là la plupart du temps liées, mais elles engagent autrement le sujet. Je rappelle aussi ce que j'ai trouvé dans un livre de François Marty qui s'appelle La bénédiction de Babel, que écrire en indo-européen, donc une langue mère de nos langues européennes, signifie gratter, inciser. Il est amusant de savoir, enfin vous le savez tous, que quand on prenait les notes au lycée, au collège, on disait on gratte, les profs parlent et on gratte. Mais c'est l'origine de l'écriture, c'est gratter, inciser des pierres, des tablettes, n'est-ce pas? Et ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que ce qui a été écrit pour commencer, ce sont les contes C-O-M-P-T-E-S, et les lois. Les premières écritures sont celles des juristes et des marchands. Et les lois et les contes écrits ont été les premiers trouvés donc en Mésopotamie dans le 4e millénaire avant notre ère. Donc la parole est première, et ça va être la première partie de mon exposé. Pourquoi est-ce que la parole est première? Eh bien parce qu'elle fonde l'humain, parce qu'elle signe notre appartenance à l'humanité et nous invite de ce fait à l'alliance entre les humains. Montaigne écrivait « Nous ne sommes hommes et nous ne tenons les uns aux autres que par la parole. » Nous sommes en importance dès le tout début de la vie, voire avant la naissance. Les parents parlent de l'enfant qui va naître. Parler, nommer d'abord, c'est faire exister.
Je lisais hier dans le train un petit livre dont j'ai entendu parler à la radio il y a quelques jours, qui se lit en 2 heures à peine, d'Annie Ernaux, qui a écrit La Place, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute. Et ce petit livre, qu'on lit très rapidement, s'appelle L'autre fille. Et elle parle, l'autre fille, c'est elle, par rapport à une sœur morte avant sa naissance, dont elle n'avait jamais entendu parler. Pour la première fois, elle a entendu en tournant autour de sa mère qui parlait avec une amie, et en croyant, alors que sa mère pensait qu'elle ne l'entendait pas, sa mère parlait à cette amie donc de la première née qui était morte à 6 ans de la diphtérie. Elle n'avait pas été vaccinée, c'était en 1938. Et elle ajoute une parole qui est restée gravée dans l'oreille d'Annie Ernaux. Elle était plus gentille que celle-là. Vous imaginez? Une parole, c'est une parole qui fait advenir la sœur morte dont elle n'avait jamais entendu parler à l'existence, à une existence fantasmatique, mais à une existence même. Et c'est maintenant, à 70 ans, qu'elle revient sur cet événement, sur cette parole, sur cette sœur morte, grâce à qui, c'est étonnant de le lire comme ça, elle est née parce que ses parents ne voulaient qu'un enfant, étant donné les conditions socio-économiques dans lesquelles elle vivait. Donc elle est née, elle, Annie Ernaux, parce que sa sœur est morte. Et c'est un petit livre très, très émouvant, très percutant, qui montre aussi la force des mots. Les mots font exister. Ça me donne l'occasion de faire une remarque aussi. Je ne sais pas s'il y a des enseignants parmi vous ou des personnes qui ont enseigné. En tout cas, chacun de nous a été élève. C'est une expérience qui nous est commune. Et chacun sait ou a connu des élèves, des camarades qui n'existaient pas pour tel ou tel maître. Ils étaient relégués dans le silence, ils n'étaient quasiment jamais nommés. N'est-ce pas? Le pouvoir de la parole est absolument très fort. Nommer, donc c'est faire exister. Vous savez tous qu'il est dit dans la Genèse que Dieu créa le monde en nommant, il le sortit du chaos indifférencié en nommant les différents éléments, les astres, la terre, les plantes, etc., qui en vinrent ainsi, dans le récit de la Genèse, à l'existence. Et aux premières créatures, l'homme et la femme, il donna aussi un nom. L'évangile de Saint Jean continue en commençant par ces termes, au commencement était le Verbe. Mais le Verbe n'existe que proféré par quelqu'un à l'adresse d'un autre, avec lequel se tissent aussi des liens. De même, je le disais tout à l'heure, l'enfant n'existe que parce qu'il a été appelé à la vie, et parce qu'il se met à parler plus tard, mais il a commencé de baigner dans un environnement de langage, de rythme, de sonorité. Et venu au monde, il est nommé, et ce faisant inscrit dans une lignée. Il est nommé par un prénom, mais il a aussi un nom de famille, et il est inscrit dans une histoire qui le précède. Et chacun de nous connaît la détresse existentielle d'hommes et de femmes qui sont toute leur vie en quête de leur origine, parce que leur naissance a été marquée sous le sceau du secret. Il est paru récemment, enfin il y a 5 ou 6 ans, un livre qui parle de la destinée de la vie extrêmement douloureuse qui a été celle des 200 000 enfants français nés de mères françaises et de soldats allemands pendant la guerre. Donc quelques-uns n'ont pas encore, ne savent pas encore aujourd'hui qui est leur mère ou qui est leur père. Il y a un livre qui s'appelle Enfants maudits, qui a été vraiment, qui montre combien l'inscription dans une lignée est absolument capitale pour la vie. L'enfant ne peut se construire et advenir à sa parole singulière que porté par les paroles d'amour de ceux qui l'entourent, des personnes qui l'accompagnent et lui nomment le monde. C'est bien dans la parole que l'homme réside. J'aime beaucoup cette phrase du psychanalyste et jésuite Denis Vasse de Lyon. C'est bien dans la parole
que l'homme réside. Et cette phrase, je la mets volontiers en lien avec une autre parole, une autre phrase de Heidegger, qui dit « La parole est la première maison que l'homme habite ». La parole est la première maison que l'homme habite. Donc la parole est première, non seulement parce qu'elle fonde l'humain et parce qu'elle fait lien entre nous tous, mais aussi parce que, alliée au regard, elle est le support de l'intersubjectivité. Elle fait lien entre présence et absence. On parle de quelqu'un, on parle à quelqu'un de quelqu'un qui n'est pas là ou qui n'est plus là, n'est-ce pas? On fait lien entre ce que l'on ressent, on parle des sentiments, donc c'est un lien entre l'intériorité et l'extériorité. Et l'expression du désir fondamental de l'homme qui est être de relation. Ce désir fondamental d'aller vers autrui, d'être en relation avec autrui. Annie Cordier, une psychanalyste et romancière qui a écrit un livre qui s'appelle « Les cancres n'existent pas », elle parle du regard et de la voix, ces morceaux de corps qui entrent en résonance avec l'autre maternant. Le regard et la voix, ces morceaux de corps qui entrent en résonance avec l'autre maternant. Parce que la parole fait la voix aussi, la voix avec tout le contenu d'émotion qu'elle peut traduire, qui est un morceau de corps, effectivement. Donc, ces morceaux de corps qui entrent en résonance avec l'autre maternant, puisque c'est la mère, par somme de substitution, qui apprend à parler à l'enfant, la mère, l'environnement, la mère, le père. Elle entre en résonance avec l'autre maternant, mais aussi avec tout autre écoutant. Le regard et la voix disent quelque chose de notre être profond, et ils atteignent l'autre en raison de la communication inconsciente qui existe ou qui s'établit dès que les humains entrent en relation. Il s'agit là de phénomènes transférentiels, c'est-à-dire du ressurgissement d'émotions anciennes qui se sont nichées dans le corps et qui, ces émotions anciennes, cette communication inconsciente, ces phénomènes transférentiels attestent de la présence des moi passés et refoulés depuis longtemps et qui refont surface de façon inattendue. Et tout cela témoigne de la prégnance de l'affectivité dans tout discours, aussi rationnel qu'il veuille être. Le linguiste Charles Bailly, au début du XXe siècle, écrivait « Quand nous parlons, notre moi éclate de toutes parts. » Quand nous parlons, et la voix est le vecteur essentiel justement de la parole. Il y a beaucoup d'études faites sur la voix, sur cet instrument essentiel qui nous trahit. Quand nous parlons, notre moi éclate de toutes parts. Donc c'était pour vous montrer rapidement combien la parole est première et fondamentale, combien elle spécifie l'humain, n'est-ce pas? Vous avez tous vu ou entendu parler de ce film L'enfant sauvage qui relate une expérience vécue, n'est-ce pas, d'un enfant qui a été abandonné très très tôt avant de savoir parler et qui n'a jamais pu accéder à la parole puisqu'il a grandi parmi les animaux.